Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue Ousguardou. Cette semaine, un nouvel invité en notre compagnie, Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Angelini, donc, peu parti di Nazione Corsa, conseiller territorial notamment. Alors Jean-Christophe, on va commenter, si vous le voulez bien, l'actualité de ces dernières semaines en Corse. On va remonter à une actualité d'il y a quelques semaines. C'était les élections municipales à Ajaccio. On en a beaucoup parlé. Il y a eu le résultat que l'on sait, donc avec la victoire de Laurent Marcangeli et de son équipe. Simon Renucci a donc été battu suite à cette élection municipale partielle. Simon Renucci qui, au second tour, s'est allié avec les nationalistes de Corsica Libre. Votre tendance ne s'est pas ralliée à cela. Une courte intervention de Simon Renucci, c'était dans l'entre-deux tours, donc au moment où cette alliance avec votre mouvement ne s'est pas faite. Et puis bien sûr, on va revenir sur ce scrutin et sur les conséquences à Ajaccio et même au-delà. On a bouclé nos consultations, on avait dialogué avant le premier tour avec Corsica Libre et FEM et donc c'était en bonne voie. Puis après les élections, Corsica Libre a tenu parole et nous a rendu visite et donc les accords ont été passés, validés par nos militants à 14h en sachant qu'on a fusionné pour constituer le Front du Progrès réformateur et en même temps nous avons constitué sur la base d'un partenariat un contrat de gestion qui respecte chacune de nos composantes et en même temps une solidarité très forte quand il s'agit du programme du contrat de gestion municipale et une autonomie politique concernant tout ce qui est extérieur, territorial et régional. Si on peut se permettre, la nouvelle donne faite par la défection d'un groupe nationaliste, est-ce que ça complexifie votre démarche ? Ça diminue par deux les chances qu'on avait de gagner. C'est une forte déception et en même temps une petite incompréhension. Alors Jean-Christophe Angelini, incompréhension, déception de la part de Simon Renucci. C'est vrai que votre Femoa Gorsiga notamment a été au cœur de beaucoup de discussions sur ces municipales à Ajaccio, mais vous avez tenu à clarifier les choses. Oui, je crois que Femoa Gorsiga aujourd'hui est une réalité incontournable, c'est une évidence électoralement, politiquement. C'est en même temps une réalité qui a connu un moment de crise. Je crois qu'il faut le dire clairement. Moi, j'ai pris aujourd'hui le parti, comme je le fais depuis longtemps, mais avec peut-être encore plus de netteté et de fermeté, de dire les choses au nom du PNC, en tant que composante déterminante de cette coalition FEM. Et je crois que dire les choses aujourd'hui, ça doit consister aussi à dire la crise et le malaise qui sont nés du positionnement FEM lors des municipales. Je crois que ce que dit Simon Renucci, ou ce que pourrait dire Laurent Marcangeli, c'est pour nous le sillage d'une attitude. Ce sont les conséquences politiques de quelque chose qui mérite une analyse un peu plus approfondie. Pourquoi ? Parce qu'avant d'en arriver à discuter avec les uns ou les autres, avant d'envisager des alliances avec tel ou tel, comme cela est fait un peu partout en Corse, il eût fallu d'abord que nous clarifions nos positions du point de vue du projet, du point de vue de la campagne, du point de vue de la dynamique générale. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que Femoa Gorsiga, Femoa Ajaccio est à l'image de tout le reste, à savoir d'un mouvement qui, je le répète, pour incontournable qu'il puisse être, n'en est pour autant pas assez structuré, pas assez dynamique, pas assez mobilisé. On parle trop, y compris aujourd'hui, un peu paradoxalement, des composantes distinctes, le PNC, INSEM, etc., au détriment de FEM de manière générale. Et je crois que c'est très clairement aux antipodes de ce qu'attendent les dizaines de milliers de Corses qui nous ont accordé leur confiance lors des territoriales, des européennes, des législatives, des municipales. Ce qu'ils attendent de ces Corses-là, nationalistes ou non, mais nationalistes prioritairement, eh bien, ce n'est pas que Jean-Christophe Angelini, que tel ou tel autre s'adresse aux Corses, c'est que FEM en général, à travers une diversité de porte-parole, disent quelle est la stratégie qui est la nôtre pour la Corse. Or, de ce point de vue-là, comme de tant d'autres points de vue, je le pense, nous ne sommes pas assez clairs. Donc, il y a aujourd'hui un débat, vous avez compris, qui est engagé au sein de FEM, ou qui va, je le pense, déboucher avant l'été sur un certain nombre d'initiatives. En tous les cas, c'est ce que j'appelle très clairement de mes voeux. Et ensuite, nous verrons sur Ajaccio et ailleurs ce qu'il convient de faire. Mais je le répète, si la séquence ajaxienne a été aussi mal gérée et aussi peu maîtrisée politiquement, c'est d'abord parce que Femoa Gorsiga, à l'échelle de la Corse, n'est pas une réalité assez structurée et assez fermement déterminée sur ses fondamentaux politiques.
En termes de stratégie, justement, on a vu qu'elle est différente selon que ça se passe à Bastia, à Porto Vecchio, selon ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé à Ajaccio. On peut le voir ainsi, mais on peut aussi et surtout dire que le problème, ce n'est pas ce qui peut se passer à Ajaccio, à Bastia ou à Porto Vecchio. Encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est que l'on dise aux Corses, voilà, nos fondamentaux sont ceux-ci. Est-ce que nous sommes prêts à nous unir avec des gens ou à nous associer politiquement sur un contrat de mandature qui ont été opposés à l'Assemblée de Corse, à l'ensemble des grandes décisions qui ont été validées. Statut de résident, pour lequel nous nous battons depuis des décennies, co-officialité, pour laquelle nous nous battons également depuis très longtemps, PADUC, tel qu'il a été formulé, à rebours de l'ancien, inscription de la Corse dans la Constitution, etc. Moi, je ne voudrais pas, et c'est un peu mon inquiétude aujourd'hui, que l'on donne aux Corses l'impression que parce que notre stratégie aujourd'hui, elle tend très clairement à accéder aux responsabilités, eh bien que nous sommes prêts pour y parvenir à nous allier à n'importe qui et sur n'importe quelle base. En tous les cas, nous, c'est clair, nous n'irons pas sur n'importe quelle base et avec n'importe qui. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va aller mécaniquement vers ceux qui ont porté les réformes dont je parlais. Pas plus que ça ne signifie que nous allons mécaniquement aller vers ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, comme nous, à la majorité territoriale. Ça veut dire que nous voulons d'abord mettre un projet sur la table, en déduire de possibles alliances et dire très clairement en amont, pour le coup, des territoriales, vers qui nous pourrions aller et vers qui nous ne pourrions pas aller. Je veux dire, on ne peut pas solder 40 années de combat politique en tant que nationaliste corse par une stratégie d'accession responsabilité à n'importe quel prix. Moi, je le dis clairement, le PNC a été parmi les tout premiers à initier publiquement, dès 2002, au moment de sa création, cette stratégie d'accession à responsabilité, en faisant un objectif prioritaire, mais ça n'est pas pour autant que nous devons faire n'importe quoi avec n'importe qui, et au détriment du projet politique pour lequel les gens se sont battus et sacrifiés durant 40 années. Nous sommes là en tant que nationalistes corses, dans un débat public qui est complexe. Nous devons aujourd'hui avoir des lignes claires. Quand j'entends dire que nous pourrions aller avec la droite, avec la gauche, avec le centre, pour peu que, je regrette, ça n'est pas possible. Nous pouvons certes aller avec une partie de la famille libérale qui est aujourd'hui, me semble-t-il, acquise à des idées de progrès, d'évolution et surtout, je dirais, d'autonomie pour la Corse. Plus vraisemblablement avec des gens qui, du côté des progressistes, et ils sont nombreux, je n'en citerai pas de crainte d'en oublier, se sont manifestés publiquement et depuis des années pour l'autonomie, mais autour d'un projet, encore une fois, pas autour de la volonté simple d'accéder aux responsabilités et surtout dans une stratégie qui consisterait à nous jeter dans les bras de ceux qui, depuis 40 années, et plus particulièrement depuis le début de cette mandature, sont opposés à toute évolution. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, la spéculation c'est bien pour la Corse. Il y a des gens qui disent « nous sommes des ennemis de la collectivité unique ». D'autres qui disent « non à la co-officialité » en disant un peu oui au bilinguisme, ce qui revient en gros à ne rien dire. Est-ce que nous allons aller avec ces gens-là? Moi, ma question elle est simple et ma réponse c'est non. Alors après, le champ du débat il reste ouvert. Mais encore une fois, moins sur le non des uns ou des autres que sur notre capacité à édifier un projet de société. Si une Corse autonome, à terme, indépendante, doit être l'Italie de Berlusconi, moi je ne suis pas d'accord. Parce que je crois que le temps est venu aujourd'hui de relier l'évolution politique et institutionnelle et le projet de société. Bien sûr, l'autonomie, bien sûr la souveraineté partagée, mais pour quel type de société corse? Et c'est là, je crois, un débat de fond qui va nous servir de fil rouge pour les mois qui viennent. Ça veut dire que la démarche FEM a vécu? Non, ça veut dire qu'elle doit se réinventer. Moi, je suis très attaché à la démarche FEM. Sinon, je ne viendrai pas ici en appeler à un sursaut. Je dis simplement que la démarche FEM, pour continuer, doit impérativement réinitier une autre dynamique. En clair, continuer aujourd'hui, comme aujourd'hui, sans comités locaux, sans expression possible pour les territoires et pour la base, comme on le dit communément, sans instance claire, avec une espèce de coalition nébuleuse qui comporterait des mouvements, mais pas que, des militants qui ne sont pas dans des mouvements, mais pas que, qui n'auraient pas de visibilité, pas de stratégie ni de projet commun, ça me paraît, je le dis clairement, suicidaire. C'est suicidaire. Si à l'inverse, FEMO met à profit les semaines et les mois qui viennent pour se réinventer, se structurer et mettre, je le dis clairement, les mouvements entre parenthèses au profit d'une grande démarche commune, je pense que nous allons être la première force au moment des territoriales.
Et c'est là, vous l'avez compris, mon souhait prioritaire. Moi, je ne souhaite pas que FEMU poursuive dans une voie de flottement, pas plus qu'elle ne poursuive dans une voie de crise sur Ajaccio ou ailleurs. Moi, je souhaite que FEMU redevienne la force qu'elle doit être, qu'elle crée la surprise au moment des territoriales et que dans un dialogue approfondi avec l'ensemble des nationalistes et des véritables forces de progrès, elle devienne le moteur de l'alternative et pas la variable d'ajustement de rapport de force entre la droite ou la gauche. Moi, je me suis engagé jeune, comme des milliers d'autres dans le mouvement nationaliste. Ça n'est pas pour offrir des voix, des suffrages, une dynamique, un apport militant à des stratégies menées par les uns ou les autres. C'est pour que le mouvement national, après 40 années de combat, de sacrifices, il devienne, avec d'autres, pas seul, le moteur du changement. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est tout à fait capable pour peu que l'on se ressaisisse dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Jean-Christophe Angelini. On va se retrouver demain pour parler d'un nouveau thème d'actualité. À demain. Merci, à demain. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver notre invité Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Bonjour à tous. Deuxième thème d'actualité en ce mardi, on va parler collectivité unique, on va parler élections cantonales également, 22 et 29 mars pour le scrutin de ces départementales. On va se diriger du côté d'un canton ajaccien avec François Casasoprane qui se présente dans ce canton ajaccien. Une courte interview et on se retrouve, Jean-Christophe, pour parler de tout ça après. Oui, bien sûr, c'est une élection particulière. D'abord parce qu'à Ajaccio, elle intervient quelques jours après une élection municipale partielle, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la durée du mandat des prochains conseillers départementaux, et puis parce que c'est une nouvelle donne. Nous sommes dans un mode de scrutin inédit, avec un binôme qui sera élu, avec scrutin uninominal, mais en fait binominal. Donc bien entendu, c'est une élection particulière, donc nouvelle manière aussi de faire campagne et de porter un message sur des choses concrètes, je pense, davantage que sur des grands débats philosophiques, même si ces débats sont très intéressants, notamment sur la gouvernance. Chacun aura peut-être à se prononcer durant cette campagne sur ce qu'il souhaite, sur l'avenir institutionnel, sur les garanties qu'il faut prendre dans les transformations institutionnelles pour que chaque territoire soit traité à égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré l'existence d'un conseil général. Donc bien entendu, une élection toute particulière et j'espère qu'elle motivera nos concitoyens. Jean-Christophe Angelini, donc élection particulière effectivement pour ce scrutin des départementales, les conseils généraux qui sont appelés à disparaître. Pour ce qui est de votre cas personnel, vous ne vous représenterez pas à Porto Vecchi. En effet, je ne serai pas candidat de nouveau. Je l'ai été 2 fois, me semble-t-il, avant de gagner en 2011 face à Camille de Roccaser. J'ai décidé de ne plus être candidat pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis malheureusement en situation de cumul relatif, puisque je suis, comme vous le savez, conseiller municipal et communautaire d'opposition à Porto Vecchio et conseiller territorial FEMU à Gorsica. Donc ceci m'empêche désormais, et tant mieux, de briguer d'autres responsabilités. Je suis heureux de ces années passées sur le terrain et au sein du département parce qu'elles m'ont permis de faire ce que j'aime le plus en politique, de réaliser. J'écoutais François parler de débats philosophiques et de débats ou d'actions plus concrètes. Je crois que cette dichotomie, il faut à la fois la relativiser et la prendre en compte, la relativiser parce que toute assemblée comporte une part de débat et une part d'opérationnel. Et en même temps, c'est vrai que le département, dont je souhaite ardemment la disparition, il implique peu de débats idéologiques ou politiques au sens plein du terme pour laisser, je dirais, la place à des actions de terrain. Donc j'ai pu, moi, durant cette mandature, initier un programme qui n'avait pas d'équivalent depuis 30 ans, puisque j'ai contribué directement à faire réaliser 113 logements sociaux sur un territoire qui en avait bien besoin. J'ai contribué avec des médecins à créer une maison médicale de garde pour tout ce qui est urgence durant les week-ends, initier un certain nombre d'actions, ou poursuivies d'ailleurs, dans le domaine des réseaux routiers, des traverses, etc. On a participé à la sécurisation d'un certain nombre de sites, travaillé sur la question des transports scolaires et de la desserte de l'extrême sud. Il y a, je crois, un bilan qui est partagé avec ma suppléante, qui est l'actuelle conseillère générale, Majo Kou, qui est reconnue, me semble-t-il, au sein du département et au-delà par la population du territoire, ce qui est à mes yeux le plus important. Pour en venir à ce qui est dit, donc l'argument massu
par-delà les questions de cumul de mandats, etc. Pour moi, c'est le fait qu'effectivement, comme François Casasoprana le rappelait, nous allons avoir une collectivité unique. C'est le fait majeur. Il n'y a plus d'incertitude aujourd'hui sur le calendrier. Je pense que l'interview date d'un moment où les choses n'étaient pas décantées. Voilà, aujourd'hui, avant la loi NOTRe. Avant la loi NOTRe et avant le dépôt d'un amendement. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. Il n'y aura plus de département à l'horizon 2017. On peut toujours dire, mais ce n'est pas mon propos ni le propos du PNC, qu'une loi peut être abrogée, que l'on peut revenir en arrière. C'est juridiquement fondé, mais politiquement improbable. En d'autres termes, je ne vois pas comment on reviendrait sur une loi à quelques semaines ou mois de l'élection qui aura lieu donc fin 2017. Que va-t-il se passer ? On aura dans le courant de l'année 2017 des présidentielles et des législatives. Et vraisemblablement dans la foulée, en décembre au plus tard, puisque c'est la date qui semble avoir été retenue par le législateur, la tenue d'élections générales. Donc fusion des 3 collectivités, départements et régions et collectivités territoriales, pour céder la place à une grande collectivité unique. Donc je crois que de ce point de vue-là, les choses sont claires. Il y a un cheminement qui me paraît extrêmement balisé. Quelle est la crainte du PNC ? La première, c'est que ce calendrier, malgré tout, il est un peu étiré. Nous aurions préféré de loin que les élections aient lieu fin 2016, comme l'Assemblée l'a voté à une très large majorité. Deuxièmement, le contenu. Il a été décidé de légiférer par ordonnance sur le reste, puisque nous n'avons, au travers de l'amendement, obtenu qu'un principe de collectivité unique et en aucun cas un contenu détaillé du point de vue de la Chambre des territoires, du point de vue du mode de scrutin, du point de vue de la ventilation des compétences et des ressources. Donc il y a là nécessité d'aller au fond. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de tous ces débats? On y met, je crois, de manière simple, ce que l'Assemblée a demandé. Je rappelle quand même que nous avons débattu durant des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'heures sur certains sujets, pour aboutir à une délibération votée par 42 élus contre 8, avec au bout une abstention. Donc tout ceci est quand même déterminant. Et je crois que l'Assemblée, sur tous ces sujets, mode de scrutin, Chambre des territoires, ventilation des compétences, notamment, mais pas seulement, elle a délivré un message on ne peut plus clair. Donc je crois que le gouvernement aujourd'hui, s'il veut être dans un exercice réellement démocratique, il doit faire en sorte que les ordonnances qui seront pondues demain, elles correspondent aux grandes délibérations et aux grandes préoccupations de l'Assemblée de Corse, qui, je le répète encore une fois, ont donné lieu à des votes et pas uniquement à des débats. Et il me semble bien, ça va sembler être la palissade, mais bon, comme disait Talleyrand, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, personne mieux que les Corses ne savent ce qui est bon pour le peuple corse, ne sait ce qui est bon pour le peuple corse. Bon, donc à partir de là, les choses sont claires. Il faut que l'on aille réellement, résolument vers des ordonnances qui correspondent aux souhaits de l'Assemblée. Je rappelle d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, lors de sa visite, a parlé très clairement de coproduction. Alors c'est pour le coup juridiquement improbable, parce qu'on ne peut pas être en coproduction entre l'Assemblée de Corse et l'Assemblée nationale ou le gouvernement. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est traduire, du point de vue de Paris, les volontés des élus de la Corse, et je ne parle pas que des élus nationalistes, je parle des 42 en général, en principe clair, contenu dans les ordonnances. C'est, je crois, l'exercice auquel il faut que Paris s'astreigne désormais, et c'est tout le sens de mon propos, et du propos général des nationalistes, me semble-t-il, qui sera porté le 13 avril prochain, lors de notre rencontre à Paris avec Madame Lebranchu, Monsieur Cazeneuve et l'ensemble de ceux qui, pour Paris, participent à ce processus. Alors justement, la transition est toute trouvée. Marie-Lise Lebranchu, qui reste sur un volet institutionnel, pas de modification de la Constitution, même si c'est vrai que cette collectivité unique, c'est une revendication qui date depuis très très longtemps, mais il semblerait qu'elle a fermé un certain nombre de portes qu'elle semblait avoir ouvertes lors des précédentes visites. Oui, mais c'est tout simplement inacceptable. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui que l'on ait une attitude qui soit claire, encore une fois. On ne peut pas considérer, après 40 années de combat politique, que la réponse de Paris est à la hauteur des enjeux. Elle est notoirement très en deçà de ce que la Corse, je ne parle pas que des nationalistes, revendique depuis longtemps. Alors, il ne faut pas faire de démagogie ou de surenchère. Sur la collectivité unique, le calendrier n'est pas bon. La méthode n'est pas la méthode idéale. Ordonnance, etc. Mais, moi je suis heureux que l'on sorte de 15 années
je parle du référendum de 2003, donc de 12 ou 13 années, de vrais faux débats sur la départementalisation de l'espace public, etc. Je veux dire, à un moment donné, cette question-là, elle devenait tellement évidente qu'il était temps qu'on y mette un terme. C'est désormais chose faite. Et le retour en arrière, je viens de le dire, n'est plus possible. Mais se satisfaire de cette évolution ne peut pas revenir à se satisfaire du statu quo partout ailleurs. Car sur la co-officialité, le statut de résident, la question plus générale de nos institutions et de nos compétences, par-delà le cadre qu'est la collectivité unique, le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire, etc. À terme, l'autonomie dans l'Europe. Tout ceci reste posé sans que Paris réponde, ou plutôt y réponde en disant « mais il n'y a vraisemblablement pas de révision de la Constitution possible dans la législature, dans la mandature. » Ça, c'est pas possible. Clairement, c'est impossible. Donc nous allons continuer à amplifier le rapport de force, d'abord entre nationalistes, en approfondissant le dialogue, en remettant le PNC au centre du dispositif, en développant, comme je vous le disais, pour peu que l'ensemble des partenaires y consentent, la démarche de Fais-moi Gorsiga, et en nous adressant ensuite, dans cet ordre-là et sur la base d'un projet politique clair, à celles et ceux, nombreux, majoritaires, qui veulent encore que les choses évoluent. Et nous allons dire à Paris, mais attendez, quand il y avait la clandestinité, vous disiez, aujourd'hui on ne peut pas avancer, il y a un mouvement clandestin. Quand nous étions minoritaires, vous disiez, mais attendez, vos délibérations ne sont pas majoritaires, on verra plus tard. Aujourd'hui, la clandestinité a engagé un processus de dépôt des armes, depuis lequel d'ailleurs, je le rappelle, aucun attentat ou presque n'est intervenu. Parce qu'on entendait dire, mais vous verrez, etc., ça va reprendre sous d'autres formes, avec d'autres noms. C'est pas vrai. C'était un mensonge. Rien n'a repris, et l'accord s'est fait une situation d'apaisement. Bon, sur ce plan-là, parce que sur d'autres, malheureusement, il y avait une situation de crise. Nous sommes non seulement dans une situation de majorité partagée, mais de majorité large, voire même sur certains sujets, d'unanimité. Et on continue de nous dire depuis Paris, mais ça n'est pas possible. Non, pas acceptable une seule seconde. Donc, ok, sur la collectivité unique, le calendrier n'est pas bon, la méthode est bancale, mais on y va, et on y va résolument. Mais sur tout le reste, je regrette, le compte n'y est pas du tout. Donc la voie du rapport de force va reprendre, rapport de force démocratique, rapport de force citoyen. Et quand je disais de Fais-moi Gorsiga un peu plus tôt qu'elle devait se structurer, c'est compris pour répondre à ça. Les nationalistes aujourd'hui, et je m'implique, je m'inclus dans le constat, ils donnent l'impression de courir d'une élection à l'autre. Mais ce qui a fait notre force pendant 40 années, ça a certes été le terrain électoral, mais c'était surtout ce qu'on appelait un peu rapidement le terrain des luttes. Syndicales, associatives, culturelles, les parents d'élèves, l'environnement, les groupes culturels, la langue, les foires, ce mouvement associatif tellement riche, tellement foisonnant, tellement bouillonnant d'initiatives qu'il a redonné de l'espoir à un peuple, duré à cuiste aujourd'hui. Donc on ne peut pas réduire ça à des campagnes électorales, quand bien même seraient-elles victorieuses. Moi j'ai gagné des élections et puis j'en ai perdu. Et alors ? Le combat du peuple corse, il continue. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il faut qu'on soit. Et c'est Fais-moi Gorsiga en particulier, parce qu'elle est la force motrice de l'ensemble du mouvement national, qui doit se structurer pour se donner les moyens collectifs d'être au cœur du rapport de force. S'il s'agit simplement de bavarder, de discuter, de salon en assemblée, d'Ayatch à Paris, moi ça ne m'intéresse qu'à moitié, je suis obligé de vous le dire. Merci Jean-Christophe Angeline, on se retrouve demain. Merci. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue et nous retrouvons Jean-Christophe Angelini pour notre rendez-vous Sguard de la semaine. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un dossier très important pour la Corse également. Ce matin, le dossier de la SNCM. Alors, les offres de reprise qui ont été présentées, la compagnie donc qui est devant le tribunal de commerce. On va écouter Paul Jacobi justement sur ces offres de reprise, sur ses possibilités, sur le devenir tout simplement de la compagnie et le devenir de la délégation de service public pour la Corse. À tout de suite. Je constate qu'aujourd'hui, il y a des candidats à la reprise, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a plusieurs en tout cas, dont un ou deux sont quand même des candidats qui peuvent attendre qu'ils fassent une offre sérieuse, etc. Il appartient à la fois au tribunal de commerce d'en décider, il a peu de temps pour le faire, mais il le fait avec beaucoup de sérieux, aux administrateurs judiciaires et à nous-mêmes de nous
prononcer, puisque je rappelle que l'essentiel du fonds de commerce de la SNCM, sans laquelle elle n'est pas viable du tout, c'est la délégation de service public. Et par conséquent, il nous appartiendra d'agréer le repreneur ou de ne pas l'agréer s'il n'est pas honorable, s'il n'est pas professionnel ou s'il n'a pas la capacité financière de le faire. Honorable, ça veut dire qu'il n'est pas volé à propos de la compagnie, pour appeler un chat un chat. On ne va pas reprendre des gens qui se sont fait remarquer par leur gestion effroyable, voire par des choses qui amènent plutôt le tribunal correctionnel à s'intéresser à eux que le tribunal de commerce, pour dire les choses froidement. Jean-Christophe Angelini, le dossier de la SNCM, c'est un dossier que vous connaissez bien. Votre groupe a beaucoup travaillé sur ce dossier à l'Assemblée de Corse. Oui, et c'est un dossier auquel j'ai été personnellement très attaché parce qu'on ne peut pas, c'est une palissade là encore, mais parler de développement économique qui est pour moi l'un des 2 ou 3 gros sujets des 10 prochaines années, en période de crise à l'évidence, sans parler de transport dans une île. Donc il y a les transports internes, le réseau routier, le ferroviaire, etc. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il faudrait une émission complète pour le faire un temps soit peu. Et bien sûr les transports externes. Du point de vue de l'aérien, nous avons une compagnie qui est, je crois, une réussite exemplaire, qui fonctionne, qui a certes, comme toutes les compagnies du monde, des avantages et des difficultés, mais qui incontestablement pose un principe auquel je suis particulièrement attaché, qui est un principe de service public du transport aérien, sans abandonner pour autant la dimension concurrentielle ou commerciale, et en s'ouvrant à d'autres cieux, à d'autres horizons que ceux limités par le bord à bord. Donc il y a là une réussite incontestable pour la Corse, que nous n'avons pas su dupliquer au cours des 20 ou 30 années passées dans le domaine du maritime. Alors les nationalistes ont toujours plaidé, à raison, pour une régionalisation, pour une compagnie régionale ou nationale du point de vue des transports maritimes. Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même modèle économique. Une compagnie maritime coûte effroyablement plus cher qu'une compagnie aérienne, même si les coûts ne sont pas neutres dans l'aérien. Il y a des questions de flotte, des questions de maintenance, des questions de personnel, des questions de desserte au sens large qui induisent des coûts fixes et des coûts variables beaucoup plus importants. Et ceci ne peut être envisagé de façon idéologique. Il faut certes une grille de lecture politique avec des principes que l'on pose, mais il faut aussi, surtout en période de crise, une approche un peu plus pragmatique. J'ai été de ceux qui ont dénoncé en 2005 les conditions sauvages et absurde de la privatisation. Il y a eu tout à la fois l'affaire du Pasquale Paoli en toile de fond avec la charge qui a été menée contre l'action syndicale conduite par Alain Moscone et ses amis. Il y a eu en même temps l'arnaque, l'escroquerie conduite avec l'aval du gouvernement de Dominique de Villepin par Walter Bettler, qui, comme on le sait, a réalisé une plus-value de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros sur le dos de la continuité territoriale et sur le dos de la Corse. C'était réellement un vol, il faut employer les termes justes. Et puis il y a eu en même temps un État qui est resté au capital de la compagnie en tant qu'actionnaire dormant, qui à aucun moment n'a pris ses responsabilités, y compris pour éviter le conflit de juillet dernier qui a coûté à l'économie corse plusieurs dizaines de millions d'euros et qui a fragilisé une saison touristique déjà bien mal en point et des entreprises au nombre de 10, 12 ou 15 000 qui n'avaient pas besoin de ça. Et puis, de façon générale, je le crois, un actionnaire privé dominant qui n'a pas su, là aussi, se hisser à la hauteur de l'enjeu. Donc tout ceci s'est terminé 10 ans après, comme nous l'avions prédit, en tant que nationaliste corse, par une nouvelle crise. Et elle est ouverte aujourd'hui dans l'attente de la décision qui, je crois, devrait tomber autour du 20 mars du tribunal de commerce de Marseille. Donc il y a 3 repreneurs. Bon, j'entends dire société de droit mexicain, j'entends dire faunée d'intérêts marseillais qui avance masqué, j'entends dire offre privée des uns ou des autres. Je crois qu'il faut là aussi d'abord poser des principes clairs. Est-ce que ces offres peuvent être pensées et mises en œuvre en dehors des intérêts de la Corse, dont l'Assemblée de Corse est dépositaire et principal comptable? La réponse, c'est non. Donc nous devons être associés, non pas à la gestion future dans tous les sens et dans tous les termes de celle-ci, mais à la négociation générale sur ce que sera l'entreprise de demain, ainsi qu'à des termes de gestion pour que nous restions, je parle non pas de la CTC mais de la Corse en général, dans une économie qui fonctionne et qui nous permette d'éviter ce que nous avons vécu ces 30 dernières années, des grèves à répétition et des crises économiques qui venaient
de l'endroit qui aurait dû, au contraire, assurer la pérennité des transports à des tarifs et à des fréquences abordables pour tous. Donc, associer étroitement, aujourd'hui et demain, la collectivité qui, je le répète, sert de boîte aux lettres via l'Office des Transports, via l'autorité délégante, donc la CTC, à la distribution de l'enveloppe de continuité territoriale sans laquelle le modèle économique ne peut plus tenir. Deuxièmement, je crois qu'il faut que l'on sache très clairement quel est le périmètre de la desserte. On ne peut plus raisonner comme ce fut le cas et comme ça l'est encore pendant des décennies, et comme ça l'est encore aujourd'hui, en termes exclusifs de continuité territoriale avec la France. C'est un modèle économique dépassé. La continuité territoriale aujourd'hui, elle est forcément européenne. Comment peut-on expliquer qu'une île, la Corse, qui est au cœur de la Méditerranée, qui est à quelques dizaines de kilomètres des îles de Méditerranée occidentale les plus dynamiques en matière économique, je pense par exemple à la Sardaigne, qui est à quelques kilomètres à peine des côtes de Bonivacio, nous soit interdite, faute de transport adapté, abordable, etc. Quand on voit que lorsque l'on parle de ces choses-là, au même moment, on supprime la ligne vers la Sardaigne à partir du port de Propriano, on voit bien qu'il y a, et je ne mets personne en cause, parce que la collectivité, là aussi, devrait intervenir plus vivement, donc ce n'est pas la méridionale ou une compagnie en particulier qui est visée, c'est une politique générale. On voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique en l'État de raccorder la Corse à son environnement le plus naturel. Et c'est économiquement contre-productif, pour ne pas dire suicidaire. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui s'inscrire dans des groupements européens de coopération transfrontalière, des GECT, dans les autoroutes de la mer à certains égards, et plus sûrement et plus précisément dans une continuité territoriale européenne qui soit négociée avec un ensemble inter-îles, Toscane, Sardaigne, et qui nous permette d'avoir une politique beaucoup plus dynamique de ce point de vue-là. Nous en appelons au PNC à ce qu'on appelle une initiative méditerranéenne de croissance. À savoir que la Corse aujourd'hui, elle doit ne plus tout attendre de Paris, mais dans le cadre d'une marche vers l'autonomie, négocier en direct avec les îles du pourtour méditerranéen un certain nombre d'initiatives. Moi, je vois 3 domaines qui me paraissent tout à fait essentiels pour matérialiser cette initiative. Le premier, c'est le domaine de la culture. C'est, je crois, ce qui rassemble, évidemment. Le deuxième domaine, qui est, je dirais, le corollaire du premier, c'est le domaine des échanges interuniversitaires. Nous avons une université qui multiplie les partenariats de très belle manière. Elle doit, je crois, comme elle le fait déjà, mais accentuer encore et permettre que d'autres accentuent en sa direction. Et le troisième et dernier, qui me paraît déterminant, c'est les transports. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus concevoir une continuité territoriale qui, encore une fois, se limite à Nice, à Marseille et à Toulon. Pour ne parler que du maritime, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et permettre à Porto Vecchio de s'ouvrir à Rome, à Civitavecchia, etc., à la Sardaigne du point de vue de Propriano, de Bonivacio, à la Toscane depuis Bastia, etc. Il y a des évidences économiques qu'il faut poser, qu'il faut mettre en œuvre. Et dès l'instant qu'on a posé ces deux sujets, association de la collectivité, qui n'a pas vocation aujourd'hui à être l'actionnaire unique, continuité territoriale européenne, il y en a un troisième qui me paraît déterminant, c'est la question de l'intermodalité, y compris du point de vue de l'extérieur. La SNCM, Air Corsica, pour ne parler que des transports externes, doivent penser une action concertée et coordonnée. En d'autres termes, la Corse aujourd'hui, c'est une évidence, elle vit d'un moteur économique qui s'appelle le tourisme. Elle en vit pas assez bien, elle en vit dans des proportions et des conditions qui sont compliquées, mais elle en vit, et je crois très clairement, là aussi il ne faut pas faire de langue de bois, qu'elle continuera d'en vivre longtemps. Alors après il y a des questions. Quel tourisme? Pour quelle durée? Sur quel espace? Avec quels professionnels? Que fait-on contre le paratourisme et la mise en œuvre aujourd'hui, notamment dans le domaine de la résidence secondaire, de phénomènes qui viennent concurrencer frontalement le secteur marchand? Quel taux de retour quand un touriste dépense 1 euro en Corse? Que reste-t-il au peuple corse? Donc il y a des sujets de fond. Mais il y a une évidence, c'est que le tourisme aujourd'hui doit continuer à alimenter, à irriguer l'ensemble du secteur économique. Mais on ne peut pas continuer avec un tourisme dont la clientèle est à 85% de clientèle issue du continent français. La Corse a la vocation à s'ouvrir au monde.
Donc elle doit penser mettre en œuvre des moyens de transport qui le lui permettent. Parce qu'il ne sert à rien de dire on va regarder du côté de la Suisse, de la Norvège ou du Danemark quand on n'est pas en capacité d'affréter quelques avions pour desservir. Donc je crois qu'il y a une réflexion à laquelle j'ai un peu participé qui est aujourd'hui engagée et menée au sein de l'ATC qui me paraît être une très bonne réflexion. Il faut la poursuivre, il faut la mener à terme et surtout il faut faire en sorte que la Corse elle arrive à concilier du point de vue de la SNCM ces trois principes-là. Associer la collectivité aux grandes décisions stratégiques, s'inscrire dans une continuité territoriale européenne et coordonner des moyens de transport externes pour assurer le rayonnement international de la Corse. Ensuite, on verra qui sera le repreneur. Mais je dis avec Paul Jacob et tant d'autres qu'il faut faire attention à ceux qui, de mon point de vue, ressemblent davantage à des mercenaires qu'à des gens sérieux. Voilà, c'était la question en 2 mots. Jean-Christophe Angeline, est-ce que vous y croyez? J'y crois, mais je crois aussi à une chose, et j'y crois pour la craindre. Décision du tribunal de commerce en mars. Reprise dans les temps qui suivent. On est dans la saison. Et je ne voudrais pas, mais alors à aucun prix, que l'on revive ce que nous avons vécu l'an dernier, sensiblement à la même période, si on voulait anticiper un tant soit peu, parce que le rôle du politique, c'est quand même d'anticiper et pas de subir. Donc je le dis, attention à un mouvement de grève intempestive qui aurait lieu donc dans les semaines qui viennent, au seuil d'une saison. Nous avons énormément souffert de la saison dernière et des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Moi, je voudrais être clair là aussi et appeler un chat un chat. Si nous revivons un mouvement de grève au seuil de la saison 2015, l'économie de la Corse ne s'en relèvera pas. Et je le dis, sans dramatisation ni excès particulier. Donc nous avons besoin de sérénité, d'apaisement et de bateaux qui trafiquent et qui naviguent, pas d'un mouvement de grève déclenché par le port de Marseille pour les intérêts du port de Marseille. Et en 2 mots aussi, parce qu'on éclate tous les timings, vous avez dit des offres qui ressemblent plus à des offres de mercenaires pour les 3 ? Non, pas forcément pour les 3. Et d'ailleurs, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans chacune des offres. Mais moi, je suis quand même sensible à la qualité d'offres qui sont en lien avec la Corse, au sens où elles expriment une sensibilité et une approche stratégique et industrielle qui prend nos intérêts fondamentaux en compte. Et je pense bien sûr au personnel des agences, aux sédentaires, je pense aux navigants, et je pense que la caractéristique première de l'une des offres qui sera retenue, c'est, je l'ai dit, son lien et son articulation avec l'île, avec ses intérêts fondamentaux, mais également sa relation à l'emploi insulaire. Encore une fois, moi je l'ai dit très clairement, la Corse elle ne peut pas être comptable des milliers d'emplois qui sont aujourd'hui organisés dans le cadre de la SNCM. Nous n'avons pas vocation à payer, même si je suis sensible et très sensible à chaque emploi, qu'il soit à Marseille ou dans l'île, mais quand même, prioritairement, je m'intéresse à ce qui se passe en Corse. Donc nous n'avons pas vocation, nous, à payer sur le dos de l'enveloppe de continuité territoriale des emplois qui seraient organisés ailleurs et très clairement, sans avoir de retour, sans que la réciproque soit vraie, et surtout pour couvrir un certain nombre de dérives telles qu'elles ont jalonné l'évolution du port et du trafic à Marseille pendant des décennies. Donc il faut que tout ça s'arrête, il faut que la Corse soit prise en compte au bon niveau, il faut que l'on ajuste des moyens de transport qui correspondent à nos intérêts les plus fondamentaux. Je ne suis pas persuadé que ce mouvement de reprise le permettra totalement, mais en tous les cas, j'espère qu'il augure des lendemains un peu meilleurs que ceux qui ont suivi la privatisation de 2005. Merci Jean-Christophe Angeline. Merci à vous. Demain. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Jean-Christophe Angelini nous a rejoint pour une nouvelle émission de Sguard. Bonjour. Bonjour. On va parler agriculture ce matin en compagnie de Joseph Colombagne, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Corse. Le Salon de l'agriculture de Paris a accueilli donc un stand amené par la CTC et ses agriculteurs. Joseph Colombagne était présent. Un bel optimisme pour le président de la Chambre régionale. Vous allez l'entendre. On se retrouve après. Je suis content de voir qu'il y a des agriculteurs qui ont pu monter, qui peuvent montrer leurs produits, qui peuvent les faire goûter, qui j'espère vont prendre des marchés, mais même s'ils ne prennent pas eux des marchés, c'est une image qui est perpétuée à travers cette présence ici, une image de qualité, de produits différents. Vous avez vu toute la gamme de produits qu'on a, des jeunes quand on discute, qui sont prêts à aller sur des expériences pour innover, pour trouver des dérivés, des produits identitaires, authentiques. On a vu le hamburger notamment de vos Corses, etc. Je veux dire, il y a un dynamisme,
dynamisme, il va être rendu encore plus possible avec les aides qui vont augmenter, les aides de la PAC, enfin, on serait tenté de dire depuis 21 ans. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont coordonnées pour donner à la Corse de l'espoir, donner à l'économie corse, notamment du rural, de l'intérieur, ces fameuses zones difficiles, telles qu'on a pu le montrer à Le Foll, où véritablement, qui sont dénigrées, mais où il y a énormément de choses à faire. Il suffit de l'organiser et il y a un vrai créneau pour demain, pour installer des jeunes et pour relever l'économie de la Corse et faire que demain, les jeunes ils pourront travailler et vivre dignement chez eux. Jean-Christophe Angelini, donc bel optimisme, dynamisme, a dit José Colomba. Mais je sais de Joseph qu'il est un président dynamique et optimiste. Le constat sur le terrain, il est quand même un peu plus inquiétant et voilà, un peu plus nuancé, mais ce n'est pas le propos qui vient d'être livré qui est en cause. C'est bien sûr la situation générale. On peut l'analyser dans des termes positifs, mais je crois qu'elle est posée dans des termes un peu plus nuancés, on l'a dit, mais surtout un peu plus sombre pour l'avenir. Pourquoi ? Là aussi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et poser des principes. La Corse n'est plus, de manière générale, une terre de production. C'est une terre qui importe en gros 70% de ses besoins quotidiens et annuels de consommation. Je parle de production parce que lorsqu'on parle d'agriculture, on est au cœur du sujet. Et quand on parle de production agroalimentaire et d'autonomie alimentaire à l'horizon 2050, comme le PADUC notamment l'a prévu, on est vraiment dans le sujet. Parce que je crois que la vocation première d'une agriculture, même si on peut adhérer à des logiques de niche, de production de haute qualité, à des productions bio, etc., c'est quand même, je dirais, d'accéder et de répondre aux besoins alimentaires des populations. Quand je vois qu'on est en capacité d'exporter de la clémentine sur des marchés relativement lointains, mais qu'on est pour l'instant dans une capacité très relative à pourvoir aux besoins de notre population dans bien des secteurs de cette activité, je me dis, et ce n'est pas du tout la politique des agriculteurs qui est en cause, même si on peut trouver des choses à redire, je me dis qu'il y a matière, du point de vue de la collectivité territoriale, de l'État et de l'Europe, qui est aujourd'hui un acteur essentiel des politiques agricoles, eh bien, il y a aujourd'hui un intérêt essentiel à repenser les choses. Alors, depuis le début de cette mandature, il y a donc l'ODARC, qui, sous la conduite notamment de Jean-Louis Luciani, fait un travail qui me semble depuis quelque temps vraiment un travail remarquable. Je le dis clairement, je suis un opposant à la majorité territoriale, mais je crois que l'ODARC a largement contribué à remettre les agriculteurs au centre du dispositif et a largement irriguer l'ensemble des réflexions conduites par la collectivité sur ce thème-là. Il faut aller plus loin, mais il y a déjà, je crois, sur la table, posé les éléments d'une politique agricole pour la Corse qui sont intéressants. Dans le projet économique des nationalistes, l'agriculture a toujours et tient encore tenu une place essentielle. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une installation pour 5 départs à la retraite, quand on voit qu'effectivement, dans les 10-15 années qui viennent, le nombre d'agriculteurs partant de leurs exploitations pour accéder à une retraite bien méritée laissera le territoire à l'abandon, il y a certes des éléments d'inquiétude majeure. Puis en même temps, il y a ce PADUC qui sanctuarise 105 ou 110 000 hectares de terres agricoles, qui pose sur la table la question de l'autonomie alimentaire telle que je l'ai formulée et qui en même temps dit, voilà, aujourd'hui nous voulons être, nous, au-delà du rôle de prescripteur de fonds, comme c'est le cas pour l'ODARC, le rôle de déterminant, de co-constructeur de notre politique agricole sans avoir à attendre de passer sous les fourches codines de Paris ou de Bruxelles et de l'Europe en général. Il y a des agriculteurs sur le terrain qui s'organisent dans l'optique que j'ai un peu donnée. Donc il est bon qu'à chaque année, au moment du Salon de l'agriculture, on rappelle ces évidences, mais je crois aujourd'hui qu'il faut que le mouvement national, le PNC, Fermo Agorsiga, ils redisent, comme ils le font toujours, leur attachement à ces questions-là, et surtout qu'ils articulent beaucoup plus nettement le développement de l'agriculture avec l'ensemble du développement économique, en les pensant non pas de manière déconnectée et distincte, mais de manière profondément liée. On parle tourisme. Mais on ne peut pas déconnecter la question du tourisme de la question de l'agriculture. Mais pas uniquement à travers, comme je l'entends souvent, la question des gîtes ou de l'hébergement permis par les professions agricoles. J'ai d'ailleurs sur la question un propos un peu nuancé. Moi, je crois qu'il faut qu'on les connecte au sens de la mise en marché de nos productions pour ce qu'elles sont. Parce qu'on parle souvent de spéculation immobilière ou de spéculation foncière. Moi, je voudrais en quelques mots, si vous le permettez, parler aussi de ce que j'appellerais la spéculation identitaire. À savoir qu'aujourd'hui, il y a des productions
de base, il y a des produits finis qui font l'objet d'une première transformation qui sont massivement importés dans l'île au détriment de notre secteur productif. Il faut se poser aujourd'hui la question de ces milliers de tonnes de charcuterie, de ces dizaines de milliers de litres de lait. Il faut se poser la question, en clair, de notre capacité à produire qui est frontalement confrontée à une importation aujourd'hui. Alors moi je peux comprendre les gens qui ont recours à certains égards dans des périodes données, dans des tonnages ou des litrages qui soient clairement coordonnés, qui fassent l'objet d'un cahier des charges, etc. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'on mette sur un pied d'égalité des productions à 100% locales et des productions ou des pseudo-productions qui reposent sur des modes opératoires, des savoir-faire et des matières premières qui soient massivement importés. Je crois qu'il y a là un sujet qui est essentiel et je crois que si l'on veut penser le développement économique, le développement de l'agriculture, le tourisme en coordination intime et pas de manière déconnectée, voire même, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, de manière opposée, il faut que l'on pose des actes d'autorité clairs et que l'Assemblée dise ce qui est possible et ce qui ne l'est pas dans le domaine de la production, de l'importation et plus généralement dans le domaine du développement de la profession agricole, sans laquelle, je le répète, il n'y a pas de développement économique possible et réussi en Corse. L'Assemblée de Corse qui doit jouer un peu les gendarmes, vous avez l'impression de dire ? La faute à qui toutes ces importations? Un manque de... Pas forcément les gendarmes. Je crois que le monde consulaire, il a son mot à dire, parce que l'Assemblée, pour importante qu'elle soit, n'a pas vocation à tout régenter. Je rappelle quand même qu'il y a dans ce domaine-là une compétence exclusive qui est celle de l'État et pas celle de la CTC. Je vous rappelle que nous vivons un certain nombre de crises liées à des pathologies environnementales ou à des phénomènes qui sont largement extérieurs à l'île. Exactement, sans que l'État réagisse au bon niveau. Parce qu'à un moment donné, moi je ne veux pas faire de catastrophisme sur vos ondes ou alerter plus que de raison les Corses qui nous écoutent, mais quand même, quand vous mettez bout à bout la Xylella fastidiosa, le cynips, la peste porcine, demain d'autres paramètres, moi je vois pour évoluer depuis quelque temps dans le monde du bois, il y a des craintes aussi du point de vue d'autres bactéries, il y a quand même là, posé sur la table, des éléments dans lesquels l'État est seul responsable. La collectivité n'a pas de compétences en matière de prévention de ce point de vue-là. Donc elle ne peut pas jouer le rôle de gendarme, d'autant qu'elle n'en a même pas le képi. C'est à l'État de dire et de faire. Or, depuis des mois et des années maintenant que nous tirons la sonnette d'alarme, à travers des collectifs, des motions à l'Assemblée, des initiatives, etc., nous avons quand même la nette impression de ne pas être assez entendus. Alors quand je vois la baisse drastique du volume de production du point de vue de la farine de châtaigne, quand je vois aujourd'hui les difficultés qui pèsent sur, je dirais, le secteur de l'élevage, qui est déjà lui-même soumis à des contraintes lourdes, bon, je me dis qu'il faut que ça s'arrête. Beaucoup. Alors encore une fois, ramener l'État au rôle qui est le sien, ou sinon on fait une chose simple, il nous transfère la compétence et les moyens, et on fait. Il n'y a pas de difficulté. Mais on ne peut pas montrer du doigt les élus de la Corse sur des compétences qui ne sont pas les leurs et qui relèvent de l'État. En parallèle, coordonner ce qui relève de l'importation, de la création, de la production et limiter au maximum tout ce qui relève de l'importation dans le sens d'une production active et dynamique. Et puis bien sûr, continuer d'aider prioritairement le secteur agricole à travers l'outil fiscal, à travers la question de l'implantation et des installations, à travers la question de la mise à niveau de l'ensemble des installations, parce qu'aujourd'hui on a quand même des retards structurels importants, et bien sûr faire de l'Europe qu'elle soit un partenaire d'un développement concerté et pas un adversaire permanent, comme ce fut le cas toutes ces dernières années. Merci Jean-Christophe Angelini. On se retrouve demain pour Merci notre dernier rendez-vous de la semaine. Ousguard avec Maria Lanfranc. Ousguard, le regard de l'invité de la semaine sur l'actualité de la Corse, tous les matins à 7h45. Avec Maria Lanfranc. Bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Christophe Angelini. Bonjour. Dernier rendez-vous de la semaine. On va parler langue corse ce matin en compagnie du député maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, qui a inauguré donc un centre linguistique municipal et qui a pris une position très nette par rapport à cette langue corse. Qui voudra s'exprimer en langue corse au conseil municipal pourra le faire. Il a ainsi voulu répondre à certains détracteurs. Il s'était passé un certain nombre de choses lors de l'installation du conseil municipal. On écoute Laurent Marcangeli et on se retrouve après.
Je tiens à une société qui fasse toute sa place à la langue corse. C'est pour ça que la polémique qui a eu lieu lors de la réunion introductive du conseil municipal m'a blessé. Elle m'a blessé parce que la langue corse a toute sa place, et je le dis bien, toute sa place au sein de la commune d'Ajaccio et au sein du conseil municipal d'Ajaccio. Je l'ai dit déjà, celles et ceux qui voudront s'exprimer entièrement en langue corse, s'ils le souhaitent, pourront le faire. Je suis un défenseur de la langue corse et de notre identité. Et par ailleurs, j'espère que notre langue, qui est vraiment un outil de développement majeur de notre identité, c'est quelque chose qui nous appartient, qui fait partie de nos racines et qui fait partie de notre ADN. Et ce ne soit pas un objet de division et un objet de contradiction politique ou politicienne. Il faut que ce soit quelque chose qu'on ait en partage, quels que soient les bancs sur lesquels on siège. Et je ne veux pas entendre certaines réflexions qu'on a pu entendre dans un passé lointain où le corse était une hérésie, où on frappait des élèves dans les cours d'école lorsqu'ils s'exprimaient en corse. C'était le cas de ma grand-mère par exemple, qui peut encore m'en parler de ça. Donc tout ça est derrière nous. Aujourd'hui, nous voulons une société qui fasse une part non négociable à la langue corse. Alors Jean-Christophe Angelini, une société qui fasse une part non négociable à la langue corse. On parlait en début de semaine de cette frontière entre le bilinguisme et la co-officialité. Est-ce que, selon vous, elle est là aussi ? Écoutez, moi, ce sont des propos que j'adhère pleinement. Je peux ne pas partager un certain nombre de choses avec Laurent Marcangeli et réciproquement, mais je crois que sur ce plan-là, qu'il y a effectivement un élément de consensus. Après, la question, c'est, dès l'instant qu'on a posé des principes, et c'est valable pour Laurent Marcangeli, pour moi-même et pour tout autre, il faut qu'on les décline pratiquement. La question de la langue, elle ne peut plus être idéologisée ou politisée, avec des guillemets, comme elle a été tout au long des dernières années, pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'elle est en état de mort imminente. On peut tout dire, ça va pas, etc. Non. Aujourd'hui, clairement, il est reconnu par tous les canons européens, etc., que toute langue comportant en gros autour de 100 000 locuteurs, à quelque chose près, est une langue qui, à terme, est scientifiquement condamnée à l'extinction. Il meurt des langues dans le monde entier, tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, etc. Je crois que la langue corse, il faut qu'on se le dise, non pas pour l'accepter, mais au contraire pour mieux répondre, elle est tout à fait capable de mourir demain si on ne répond pas à l'équation qui nous est posée. Il va de soi qu'en tant que nationaliste corse, nous savons que perdre la langue reviendrait à perdre le peuple, à perdre ce que nous sommes, et qu'en aucun cas nous le saurions, comme certains l'ont dit sur les ondes, ça m'a doucement fait rire pour ne pas dire autre chose, comme certains donc semblaient vouloir s'y résigner. Pour nous, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'accompagnement thérapeutique de notre langue corse vers une mort certaine. Il ne peut y avoir de réaction que dans le cadre d'une survie et d'un développement à terme. Donc, situation critique. Premier point. Deuxième point, le niveau de réponse. On dit le bilinguisme, etc. On peut aussi ne rien dire parce que parler de bilinguisme sans en détailler les éléments, ça n'est pas une réponse. La co-officialité, c'est la réponse qui a été donnée non pas par l'Assemblée, je le répète, mais par un conseil scientifique, au Consiglio da Lingua, qui a été mis en place durant l'ancienne mandature, puisque la délibération, je le crois, date des années 2005, 2004-2005. Elle a été, cette délibération, mise en œuvre pour que l'on ait une étude scientifique précise, conduite par des experts, des universitaires qui soient bien sûr corses, mais également par des scientifiques qui soient extérieurs à l'île et qui donnent sur ce sujet non pas un sentiment ou un propos de café du commerce, et pour cause, mais une analyse qui soit objective et j'allais presque dire clinique et froide. Et ces gens éminents nous ont dit très clairement, écoutez, la situation est critique, et la seule réponse possible, c'est la reconnaissance statutaire de la langue corse. Donc à partir de là, les choses sont simples, ou nous accédons à cette reconnaissance statutaire dans des délais courts, ou nous assistons à la mort de notre langue. C'est aussi simple que ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, et je ne le dis pas par rapport à ce qui a été dit par Laurent Marcangeli, je dis par rapport à ce qui pourrait être dit par d'autres, je le dis au plan des principes. Si on ne pose pas les choses clairement, alors j'entends certains noyer le poisson, dire oui, mais nous, le bilinguisme, les moyens, on préfère qu'il y ait davantage d'enseignants que la co-officialité. Pardonnez-moi, j'ai employé un terme un peu vulgaire, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Où on dit, on met en œuvre la co-officialité avec un cahier des charges, avec un calendrier, et à ce moment-là, on s'assure de sauver la langue parce qu'on donne à la langue corse un cadre de reconnaissance statutaire où on ne peut pas y arriver. Donc nous, au PNC AFEM, nous disons bien sûr co-officialité, mais le fait nouveau, là aussi, c'est que c'est l'Assemblée de Corse qui le veut dorénavant. Et je rappelle que contrairement au PADUC, voire même à la question de la collectivité unique, il n'y a eu sur le sujet de la co-officialité aucun vote opposé.
Certes, nous n'avons eu, entre guillemets, que 36 pour, ce qui est quand même une révolution culturelle par rapport aux années écoulées, mais nous n'avons eu aucun vote contre. Même ceux qui n'étaient pas convaincus d'eux n'ont pas osé, entre guillemets, aller contre la délibération. Et ça a été dit en termes clairs, notamment par Tony Sinali ou par d'autres, qui, étant les porte-parole d'un propos un peu plus nuancé, ont dit mais on ne peut pas aller contre la langue corse. Donc nous ne sommes pas forcément convaincus de la co-officialité, mais nous ne voulons pas aller contre en votant de la sorte. Donc aujourd'hui, vous avez un consensus social et politique qui est particulièrement puissant. Et vous avez, comme d'habitude, une limite. L'article 2 de la Constitution, selon lequel le corse ne peut être, et pour cause, consacré, puisque la langue de la République est exclusivement, dirons-nous, la langue française. C'est une hérésie. Partout en Europe, les gamins de 5 et 6 ans y vivent au rythme non plus simplement du bilinguisme, mais du multilinguisme. Vous avez dans des tas de systèmes éducatifs et de sociétés partout en Europe et pas uniquement dans des îles, dans des territoires à la fois beaucoup plus petits et beaucoup plus grands que la Corse, des gamins qui accèdent naturellement à 2 et 3 langues. Vous avez une natinité dans laquelle nous inscrivons naturellement, qui est peut-être à certains égards plus forte encore que la francophonie et qui est forte de centaines de millions de locuteurs. Vous avez un espace d'échange tout à fait naturel dans lequel nous nous inscrivons de par notre stricte position géographique et de par notre identité la plus évidente. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à ces questions-là par des constitutions, par des articles 2, 3 ou 40. Il faut, là aussi, que l'on accède à une révision de la Constitution et que la co-officialité soit consacrée parce que la République, parce que la France, parce que l'Europe devront nécessairement évoluer vers le multilinguisme et vers, je dirais, la reconnaissance partout des identités, des plus petites aux plus grandes, étant entendu qu'il n'y a pas de petite ou de grande identité, il n'y a que des identités, il n'y a pas de langage, il n'y a que des langues, il n'y a pas de petits peuples, il n'y a que des peuples. Donc il faut vraiment que l'on puisse évoluer rapidement vers la co-officialité. C'est le combat de la décennie. L'Assemblée de Corse a posé un acte fort en votant à l'unanimité de ceux qui se sont exprimés la co-officialité. Puisque nous allons maintenant vers une révision de la Constitution qui est, comme le dirait Pierre Chaumont ou d'autres, la mère de toutes les réformes, et nous pouvons adhérer à ce propos, il faut que cette réforme, elle implique la révision de l'article 2, et il faut que la Corse, par-delà la simple inscription d'une mention qui soit relative dans la Constitution, elle voit et son peuple et sa langue entièrement reconnus, faute de quoi, malheureusement, je préfère là aussi parler en termes clairs, nous ne pourrons assister qu'à sa disparition. Merci beaucoup Jean-Christophe Angeline d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci et à très bientôt sur nos ondes. À presto, merci. Ousguardo avec Maria Lanfranchi.